Tu te lèves, magnifique à l'horizon, Aton, créateur de vie, merveilleux, lumineux, géant. Tes rayons enveloppent toute la terre pour ton fils aîné, Akhénaton. Extrait du grand hymne à Aton. « 2000 ans d'histoire. Le 17 novembre 1714, à 200 km au sud du Caire, un jésuite, le père Claude Sicard, trouvait par hasard une pierre étrange sur laquelle étaient gravés 3 personnages, un roi, une reine et une princesse, rendant hommage à un soleil dont chacun des rayons se terminait par une main. Sans le savoir, le père Sicard venait de découvrir une des 14 stèles qui marquaient les limites d'une cité disparue depuis plus de 3000 ans, la capitale du pharaon le plus singulier de l'Antiquité, Akhénaton. Fils et successeur d'Amenophis III, monté sur le trône d'Égypte à l'époque où elle était à l'apogée de sa puissance, il en bouleversa la religion en établissant le culte d'un dieu unique. Si bien qu'on a fait d'Akhénaton et de sa femme Néfertiti les inventeurs de la première religion monothéiste de l'histoire. Dis-moi, sais-tu pourquoi Akhénaton, le fils du pharaon, a tenu éloigné de la cour? Amenophis III a honte de son fils. Les prêtres et les courtisans le craignent. Ils disent que c'est un hérétique qui adore secrètement un nouveau dieu, Aton, le disque solaire. Il affirme que les dieux égyptiens sont enfoncés dans des tanières et les hommes dans la peur, qu'ils sont cruels. Il a tourné son visage vers le soleil qui se lève chaque jour, redonnant vie et lumière à toutes choses. On dit, maîtresse, qu'il délaisse les femmes, qu'il leur préfère l'étude. On l'accuse d'être un poète, un mystique, un fou. Les esclaves disent qu'il est bon et seul. Violaine Van Oyek, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Michel Lafon le premier roman d'une trilogie sur un des couples les plus célèbres de l'histoire, Néfertiti et Akhénaton, qui ont régné donc sur l'Égypte à une époque, je crois, où elle était vraiment à l'apogée de sa puissance. C'était il y a 3300 ans environ, l'époque la plus brillante, dites-vous, de son histoire, l'époque de la 18e dynastie. Vous avez écrit beaucoup sur cette dynastie, mais il y a 2 pharaons que l'on retient dans cette dynastie, c'est Toutankhamon et c'est Akhénaton. Oui, alors effectivement, c'est la période la plus riche, la plus brillante. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a aussi d'autres pharaons qui ont précédé, comme la reine Hatshepsut, qui a multiplié les échanges commerciaux. Et son successeur, Thoutmôsis III, a été quand même surnommé le Napoléon de l'Égypte. Donc, il a fait de l'Égypte vraiment un territoire considérable, un royaume considérable. C'est certainement l'époque la plus riche, mais également celle que l'on connaît le mieux, du point de vue de la vie quotidienne. Et tout simplement parce que tous ceux qui ont été en Égypte se sont rendus à Luxor, là où on trouve la vallée des nobles, et sur les murs de ces tombes consacrées aux fonctionnaires, eh bien, se déroule la vie quotidienne dans l'Antiquité, tout simplement. La vie quotidienne des Égyptiens, elle est très profondément marquée par ce qui va justement être bouleversé par Akhénaton, c'est-à-dire la religion. Bon, à l'époque, une religion polythéiste avec un grand dieu, le roi des dieux, qui était Amon. Ah, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que si vous voulez, comme beaucoup dans l'Antiquité, il y a donc une religion qui est polythéiste, avec souvent l'adoration d'un dieu primordial. Et selon les endroits où l'on se trouve, ce dieu change. Par exemple, quand on était à Memphis, pour les gens qui habitaient Memphis, le dieu primordial était Ptah. Effectivement, pour les gens qui habitent Thèbes, le dieu primordial est Amon. Et il se trouve que à cette époque-là, eh bien, le roi se partage entre Thèbes et Memphis. Et le roi, le dieu principal de Thèbes est effectivement Amon. Il faut savoir que Amon était un tout petit dieu à l'origine et que c'est Hatshepsut qui en avait fait un dieu important parce qu'elle se disait fille d'Amon. Et là, je vous renvoie justement à tous mes travaux que j'ai faits sur cette reine-là avant de m'attaquer donc à ses descendants, à Néfertiti et à Akhénaton. Mais toujours est-il que vous avez raison, à l'époque d'Akhénaton et à l'époque de Néfertiti, à Thèbes, c'est Amon qui est important et le clergé d'Amon qui a un poids considérable. Oui,
politiquement, il pèse assez lourd, je crois, un poids financier aussi. Il y a beaucoup d'argent, le clergé d'Amon. Absolument, il pèse tellement lourd que Aménophis III, le père d'Akhénaton, sent déjà le danger et quelquefois lui-même décide d'aller vivre à Memphis dans le nord de l'Égypte pour ôter du pouvoir justement à ces prêtres qui sont richissimes. Pourquoi ? Parce que dans le trésor d'Amon, on dépose tout ce que on a rapporté des différentes campagnes qu'on a menées. Donc ce sont des trésors qui s'accumulent, qui viennent d'Asie, qui viennent de Libye, qui viennent de Nubie, l'or de Nubie notamment. Donc c'est effectivement considérable. Aménophis, d'ailleurs, le nom vient lui-même d'Amon. Aménophis, je crois, ça veut dire celui dont Amon est satisfait. C'est dire à quel point la religion et le culte d'Amon est donc prégnant à l'époque de ce roi, du père de Akhénaton, Aménophis III, donc qui meurt vers 1372 avant Jésus-Christ. Osiris, dieu de la mort et des ténèbres, accueille le pharaon d'Égypte. Prends ce taureau sacré et donne à notre roi la vie éternelle. Inclinez-vous devant votre pharaon, maître de la basse et de la haute Égypte, Aménophis IV. Alors Aménophis IV, c'est le nom d'Akhénaton au début de son règne. Il ne s'appelait pas encore Akhénaton. Bien sûr. Violaine Van Eyck. Alors c'était bon, effectivement, il était fils d'Aménophis III, donc tout naturellement, ça a été le quatrième du nom. Et il a pris le nom d'Akhénaton lorsqu'il a adoré un dieu unique, un dieu solaire, ce qui est venu quand même assez vite. Alors là, tous les historiens ne sont pas d'accord, mais moi je pencherais pour une corégence avec son père. Je pense qu'il a régné avec son père assez longtemps, notamment parce qu'à la fin de la vie de son père, celui-ci était très fatigué, très malade. Tilly, la grande reine Tilly, épouse d'Aménophis III et donc mère d'Aménophis IV, Akhénaton, a assuré, j'allais dire, la liaison entre les deux règnes d'une manière tout à fait brillante. D'ailleurs, c'était une femme extrêmement brillante. Et donc, après cette corégence, Aménophis IV s'est imposé seul pendant 5 ans dans une ville qu'il a créée pour le dieu Aton. Et effectivement, il a pris le nom d'Akhénaton. On y viendra. Mais là, vous citez par exemple la mère d'Akhénaton qui a régné en même temps que son mari, Aménophis III. De même que Aménophis IV, Akhénaton va régner avec une femme, alors dont tout le monde connaît ou croit connaître la splendeur, c'était Néfertiti. Néfertiti, ça veut dire, je crois, la belle est venue. Mais on ne sait pas très bien d'où elle est venue. D'où elle est venue. Écoutez, pendant très très longtemps, on a pensé qu'elle venait de ce pays qu'on appelait le Mitanni, qui est situé dans l'actuel Irak, voilà, c'est ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, on revient sur cette thèse. Alors, elle serait venue comment ? Tout simplement parce qu'à l'époque, les pharaons avaient coutume d'épouser des princesses mitanniennes, donc pourquoi pas, après tout, la fille du roi mitanien. Mais il se trouve que finalement, après de récentes découvertes, on pense aujourd'hui que Néfertiti était bel et bien égyptienne et qu'elle faisait partie de la famille royale. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin puisque je vais vous dire que Néfertiti est à coup sûr, moi je le pense fermement, vraiment par rapport à ce qu'on a découvert, la fille de Haï, du grand prêtre Haï, qui lui-même était le frère de la reine Tilly. Donc, ce qui veut dire qu'elle avait un lien de parenté, non seulement avec la famille royale, mais évidemment avec Akhénaton. Oui, enfin là, on se mariait avec sa sœur. Mais oui, c'est normal, ça. À l'époque, ce n'est pas étonnant. Au contraire, c'était très recherché pour renforcer le sang royal, bien sûr, qui était divin. D'autres diraient que c'est au contraire, ça le dénature, mais enfin, le sang royal. Peu importe. Est-ce qu'elle était aussi belle que il y a à Berlin, il y a une magnifique visage sculpté de Néfertiti, qui est très connu, qui est une des plus célèbres sculptures de l'Égypte. Est-ce qu'elle était aussi belle que ça? Alors, on a une iconographie qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que tantôt, on la voit effectivement très belle, très distinguée, avec sa merveilleuse coiffe qu'elle a lancée, dont elle a lancé la mode. Elle a lancé plein de modes. Et puis, quelquefois, on la voit à côté d'Akhénaton, un petit peu plus petite, les hanches assez larges, après avoir eu ses 6 filles. Paraît-il qu'elle avait un ventre un petit peu proéminent. Et le visage vieillit prématurément. Alors, ses rivales, évidemment, dont on a retrouvé les textes, vous diront qu'elle ressemblait à cela. Et finalement, on s'est interrogé sur ce beau visage de Berlin. Et aujourd'hui, on a quasiment la certitude qu'il s'agit d'un modèle qui était utilisé par le grand sculpteur de l'époque, qui était Toutmès, qui habitait à Akhénaton, et qu'il l'a utilisé certes pour Néfertiti, mais qu'il l'a utilisé aussi pour représenter d'autres femmes.
En tout cas, elle participe largement au pouvoir, hein, Oui. comme la mère d'Akhénaton participait au pouvoir aussi. Et à cette révolution qui se produit, hein, et dont nous allons parler, c'est l'essentiel au fond de ce qu'on retient du règne d'Akhénaton. Brusquement, voilà qu'il se met à adorer le soleil, à faire du soleil le dieu principal et même unique des Égyptiens. Alors, c'est le culte d'Aton, le soleil. En quoi consiste ce culte et pourquoi est-ce qu'il l'a établi? Est-ce que c'était pour contrer ce fameux clergé d'Amon qui était trop puissant à ses yeux? Alors, écoutez, moi je pense qu'il n'était pas suffisamment fin politique, Akhénaton, pour justement poursuivre l'œuvre d'Amenophis III. En fait, je suis obligée de revenir un petit peu en arrière. On a retrouvé, et tout à fait récemment, des restes de l'adoration d'Aton à Saqqara et à Gizeh, ce qui veut dire que nous sommes en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Donc l'adoration d'Aton, elle ne date évidemment pas d'Akhénaton. Je vous disais tout à l'heure qu'on adorait des dieux primordiaux et qu'on tendait progressivement à adorer un dieu unique. Alors, suite au règne d'Hatshepsut, qui a quasiment pratiqué le monothéisme en adorant Amon d'une manière exceptionnelle, suite à l'influence de l'Asie, parce que les échanges avec l'Asie sont extrêmement fréquents, qui eux aussi tendaient à adorer un dieu unique, suite à l'installation aussi des Hébreux à Thèbes, qui deviennent de plus en plus influents et qui eux aussi adorent un dieu unique, tout ça fait qu'on tend de plus en plus, les Égyptiens tendent à adorer un dieu unique. Et c'est à ce moment-là que s'installe le monothéisme, mais j'allais dire d'une manière presque normale, presque naturelle. Où ça devient exceptionnel et un petit peu curieux, c'est que Akhénaton adore le soleil d'une manière tout à fait hérétique et qu'il commence à marteler les images des autres dieux, à les supprimer, à l'exception de Bès, par exemple, le dieu de la fécondité, qu'il tolère tout juste. Mais c'est vrai qu'Amon, par exemple, il le martèle dans des temples comme Karnak, comme Luxor, qui sont quand même des hauts lieux, même à l'époque, et qui sont... alors donc c'est un sacrilège absolument extraordinaire. Il va jusqu'à marteler dans les temples de Nubie. Mais alors curieusement, on s'est demandé s'il avait le consentement de son père au tout début. Et on s'est rendu compte qu'Amenophis III et Tilly, sa mère, n'avaient jamais rien dit sur ce martelage. Donc finalement, il y a comme une sorte de consensus dans la famille royale, et ça commence bien avant le règne d'Akhénaton. Et Akhénaton, qui est, ça aussi, ça devait être considéré comme une hérésie, étant le seul prophète, le seul prêtre de ce culte du soleil, ce qui fait que le clergé d'Amon sert plus à rien. C'est plus qu'un prêtre, il s'assimile à Aton à un moment donné, et Néfertiti devient l'épouse d'Aton, en plus de l'épouse du roi. Donc elle est divinisée de son vivant, elle est vraiment déesse. Et lui prend le nom de Akhénaton, justement, hein, celui qui est agréable à Aton, je suppose, Voilà, c'est la signification. Hein. Et puis alors surtout, il va justement fuir Thèbes, la capitale, depuis des siècles, et va s'installer à 300 km au nord de Thèbes, en aval, sur le Nil, va installer une ville nouvelle dont la naissance est annoncée à grand renfort de hiéroglyphes, décryptée pour nous par le Champollion de 2000 ans d'histoire, Stéphanie Duncan. Oui, je suis de profil là, par rapport au micro. Alors c'est le 13e jour du 4e mois de l'hiver de l'an 6 de son règne qu'Akhénaton donc fonde la cité du soleil vouée à Aton, une cérémonie grandiose qu'on connaît grâce donc aux hiéroglyphes retrouvés sur les stèles justement qui marquaient les limites de cette cité. Le roi apparut sur un grand chariot d'électrum. L'électrum, c'est un alliage d'or et d'argent. Semblable à Aton quand il brille et remplit la terre de son amour. Ensuite, Akhénaton accomplit des sacrifices à son dieu. La terre jubilait, chaque cœur se réjouissait, voyant le roi faire une grande offrande à son père. Offrande de bière, de pain, de bétail à longue et à courte corne, de gibier, de vin, de fruits, de libations, de légumes, d'encens. Puis, sa majesté leva son bras vers le ciel, vers celui qui l'avait mis au monde, disant « J'ai fait Akhénaton, pour Aton mon père. Pour lui, j'ai établi les limites d'Akhénaton, en son midi et en son septentrion, en son ponant et en son levant. » Ensuite, le pharaon, toujours sur son char doré, part ériger les fameuses 14 stèles où ces textes ont été retrouvés. On y trouve aussi le serment prêté ce jour-là par Akhénaton. Je ne trahirai jamais ce serment que je fais à Aton mon père. Il durera sur la stèle de pierre. Il ne sera pas détruit, il ne sera pas effacé, il ne sera pas martelé, justement. Il ne sera pas recouvert de plâtre, il ne disparaîtra pas. Son désir est si fort d'immortalité, il a été presque exaucé, on peut dire, puisque son serment et ses stèles qui le portent sont toujours là. Akhénaton a écrit également un long poème en l'honneur d'Aton qu'on appelle un hymne solaire, considéré, comme j'ai lu ça, comme un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle. Alors je vais vous en lire un petit extrait. Akhénaton donc s'adresse ici au soleil.
Beauté de ton apparition au siège resplendissant du ciel, Aton vivant, toi qui vis depuis le commencement, tu es bon, tu es grand, tu brilles très haut sur tous les pays. Quand tu te couches au siège lumineux d'Occident, la terre gît dans le noir, comme morte. Quand le matin tu montes sur l'horizon, les ténèbres s'écartent devant toi. Les arbres et les herbes verdissent, les oiseaux s'envolent de leur nuit, les petits des bêtes sauvages bondissent sur leurs pieds. Les poissons sautent devant ta face, tu as créé le Nil pour maintenir le peuple en vie, tu es le temps de la vie, nous vivons par toi. Et ce poème, cet hymne solaire se termine ainsi. Issu de toi-même, le roi de haute et basse Égypte, Akhénaton, que sa vie soit longue, et pour la grande épouse royale aimée de lui, Néfertiti, qu'elle vive et qu'elle soit jeune toujours et pour l'éternité. C'est vrai que c'est beau ces textes, Violaine Vanhoenac. Oui, un petit commentaire rapide, c'est que c'est un hymne qui figure dans la tombe de Haï, donc du grand prêtre dont on parlait, qui aurait été le père de Néfertiti, c'est la raison pour laquelle on l'a retrouvé. Oui, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est beau aussi, c'est qu'on voit pourquoi Aton a été choisi. C'est que effectivement, c'est le dieu qui réchauffe, c'est le dieu qui régénère, et toute l'hymne est un hymne à la vie, à la naissance finalement, hein, de la nature, de l'homme, etc. Donc c'est le dieu créateur, c'est celui auquel on retourne, donc c'est le dieu primordial. Tout ça se tient. J'ai un tout petit commentaire, c'est que les stèles frontières les premières ont été construites quand Akhénaton a choisi le site, et puis après il en a rajouté quelques-unes, et c'est presque les seuls témoignages qu'on a aujourd'hui, malheureusement, de cette ville, parce que bon, bien sûr, on voit la plaine où le palais a été construit, où toute cette ville a été construite. Mais il reste très très peu de vestiges aujourd'hui. Une ville qu'on appelle Tel El Amarna, je crois maintenant aujourd'hui. Malheureusement, Tel El Amarna, parce que Tel, ça veut dire en égyptien le sommet, et c'est justement dans une plaine. Donc finalement, on finit par l'appeler Amarna. Les archéologues finissent par l'appeler Amarna parce que c'est plus juste. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce lieu qui a été choisi par Akhénaton, parce que en fait, à l'époque, toutes les rives étaient construites. Hein. Il y avait des habitations partout, même en face, il y avait Héliopolis déjà qui était construite. Il a choisi le seul emplacement où il n'y avait rien quasiment. Mais alors ça implique aussi, il y a des raisons pour lesquelles les Égyptiens voulaient pas habiter là. C'est que c'était très difficile d'avoir de l'eau, c'est très difficile d'y vivre. Et donc quand les Thébains ont suivi leur roi à Akhénaton, ils se sont trouvés devant des problèmes considérables. Ils adoraient les petits jardins, les petites choses comme ça, et les animaux. Et bon, il fallait faire apporter de l'eau tous les jours de Thèbes. C'était une véritable expédition en fait. Puis il en a fait, c'est vrai, une ville absolument luxueuse, éclatante, où tous les ambassadeurs venaient avec plaisir. Et dans laquelle on a trouvé, Violaine Vanhoenac, à Akhénaton, la ville donc de Akhénaton, on a trouvé des vestiges d'un art très particulier. D'abord, première chose, le soleil, le dieu Aton, n'est pas représenté comme les autres dieux de l'Égypte, qui avaient tous un visage d'animal en général, hein, de faucon, etc. Là, c'est un soleil, mais avec des mains au bout des rayons. C'est un disque solaire avec des rayons et des petites mains qui représentent l'âme. Et quand, par exemple, ces petites mains touchent l'épaule, effleurent l'épaule de Néfertiti ou de la famille royale, c'est une manière de lui donner la vie, en fait, de prolonger la vie. Donc, c'est effectivement très étonnant. C'est la première fois qu'on a eu une telle représentation d'un dieu, en fait. Oui, alors, autre chose qui est étonnant, ce sont les visages ou le corps des statues qui ont été conservées, parce que beaucoup, on le verra, ont été détruites. Oui. Mais par exemple, le corps de Akhénaton est complètement difforme. Il y a un visage qui n'en finit pas, presque un visage de cheval, des épaules étroites, des hanches énormes. C'est très curieux. On n'a jamais vu ça, ni avant, ni après, d'ailleurs, à l'époque. Très proéminent. C'est ce qu'on appelle le culte amarnien. L'art amarnien. L'art amarnien. Alors, bon, il faut dire que toute la famille royale a été représentée de cette manière-là, sur la volonté du roi. Et puis après, tous les fonctionnaires aussi, parce que tous les fonctionnaires devaient être représentés comme ça. Ils n'étaient pas tous d'accord, hein, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, bon, en tous les cas, c'était la mode, c'était l'habitude. On s'est beaucoup interrogé, est-ce que vraiment il y avait une maladie qui touchait tous les fonctionnaires et tous les gens qui habitaient à Akhénaton? Ça paraît quand même extrêmement curieux. Donc, on dit que Akhénaton lui-même était difforme. Oui, on revient un petit peu sur cette version. En fait, ça semble être une mode qui a été effectivement suivie, qui a été lancée, c'est vrai, par Akhénaton, qui déjà avait fait représenter à Karnak même des bustes et des statues le représentant où il était déjà difforme. Et puis petit à petit, cet art se développe et devient de plus en plus laid. C'est absolument affreux. Alors, il y a plusieurs raisons, plusieurs hypothèses qui ont été émises. Est-ce que c'était une volonté, le ventre par exemple proéminent,
justement d'insister sur la création du monde, et puis peut-être la tête comme ça allongée, d'évoquer ce crâne très développé, d'évoquer peut-être le disque solaire. Pourquoi pas? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de réponse, mais penser que tous ces gens-là ont eu la même maladie, ça paraît inconcevable. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que dès que Géoutymès, autre sculpteur, arrive à Akhénaton, il y a une autre évolution de l'art amarnien dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on revient à un réalisme un petit peu plus esthétique. Donc, ce qui prouve encore une fois que tout ça était vraiment très exagéré. Alors de cela, il y a beaucoup de représentations. En tout cas, ce que l'on connaît moins, c'est le règne et même la fin, surtout du règne de Akhénaton, dont on dit qu'il s'intéressait assez peu aux affaires de l'État, d'où les difficultés de l'Égypte à la fin de son règne. Les rapports des gouverneurs de province sont alarmants. Les paysans sont exsangues. La famine menace. Le peuple murmure contre Aton et les sacrifices qu'il leur impose. Les prêtres d'Amon attisent le mécontentement du peuple. Horemheb, le général des armées de l'Empire, arrive de Canaan. Qu'Aton protège mes souverains. Les vassaux refusent de payer leur tribut. L'anarchie se répand comme un incendie. Le roi de Byblos appelle à l'aide. Agissons. Envoyons l'armée aux frontières. Donne-moi 10 000 hommes, et je mettrai ces chiens à genoux en moins d'un mois. Ce n'est pas le glaive qui résoudra les conflits, pas les soldats, mais les prêtres et les poètes. Alors je ne sais pas si le film dont on a tiré cet extrait est fidèle à la réalité, Violaine Van Oyek, mais on dit que Akhénaton s'intéressait pas du tout aux affaires de l'État, était même presque un roi pacifiste, et surtout que l'Égypte, à partir de lui, a entamé un déclin irréversible pendant des siècles. Bon, alors ça c'est très très exagéré, parce que après il y a eu les Ramsès, il y a eu et même Horemheb qui a eu un excellent règne, donc c'est pas vrai que Akhénaton a entraîné le déclin de l'Égypte, pas du tout. Par contre, lui, il a plus ou moins décliné, ça c'est certain. Il n'était pas fin politique, il n'était pas fait pour régner, on l'a vu, il était plus ou moins poète, musicien, fantaisiste. Bon, il n'a pas pris de décision, notamment lorsqu'il s'agissait d'aider les alliés en Asie. Il prenait aucune décision, il n'envoyait pas les troupes égyptiennes étaient comme ça, restaient dans l'oisiveté. Et c'est vrai qu'il n'a pas vu les dangers, parce qu'à l'époque, il y a quand même des peuples qui apparaissent, qui réapparaissent, qui sont très puissants comme les Hittites, et il laisse aller les choses. Bon, alors c'est vrai, déclin. Mais d'un autre côté, lui-même a disparu. Bon, vous dites, on ne sait pas trop comment. Certes, il est probablement mort de maladie, probablement de la peste, parce qu'à l'époque, la peste touchait non seulement les pays alliés de l'Égypte, mais l'Égypte, c'est affreux. Presque toute la famille royale, tous les enfants d'Akhénaton sont morts de la peste. Tilly probablement est morte aussi de la peste. Donc, il est probablement mort de la peste. Les énigmes aujourd'hui, c'est où sont les corps de Néfertiti d'Akhénaton, où sont leurs tombes aussi, leurs véritables tombeaux. Alors, on pense qu'ils ont été effectivement enterrés tous les deux à Akhénaton, ce qui paraît quand même logique, puisque c'était leur volonté. Mais à un moment donné, ils ont été déplacés. Qui a déplacé les corps? Et aujourd'hui, on penche pour Haï, donc le père de Néfertiti, qui, lorsqu'il a pris le pouvoir, parce qu'il est devenu pharaon à son tour quelques années plus tard, aurait protégé quand même ces êtres chers, qui lui restaient chers, et donc les aurait emmenés avec lui, si on peut dire, dans la vallée des rois. Et donc aujourd'hui, ils auraient été enterrés finalement dans la vallée des rois après avoir été enterrés à Akhénaton. On a retrouvé quelques objets leur ayant appartenu précisément et tout récemment dans la vallée des rois. Cela dit, c'est difficile de trouver des objets, parce que après lui, il y a eu également Toutankhamon, qui lui est mort très jeune, à 18 ans, on le sait, dont on a retrouvé bien sûr, le corps et le sarcophage, et qui s'appelait d'ailleurs, on l'oublie toujours, Toutankhaton, c'est-à-dire qu'il succède, on ne sait pas très bien si c'était son père, ou en tout cas il succède à Akhénaton, et il prend le nom d'abord de Toutankhaton, et ensuite de Toutankhamon, c'est-à-dire qu'on revient au culte d'Amon, on détruit tout, le général Horemheb, qui lui aussi deviendra pharaon, détruit toutes les traces de ce qui a pu subsister au fond de ce règne de Akhénaton et du culte d'Aton. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, par exemple, à Tel El Amarna, dans cette ville qu'avait créée Akhénaton, Violaine Van Oyek? Alors aujourd'hui, ce qu'il reste et ce qui est intéressant à voir, c'est effectivement des tombes de nobles qui ont été vraiment des hauts fonctionnaires très proches d'Akhénaton, qui sont extrêmement célèbres. Donc il y en a 4 ou 5 qui sont parlantes aussi
aussi pour nous, parce qu'on voit la famille royale qui est représentée, notamment en présence d'Aton. Comme je vous le disais, il reste les bases du palais, les bases de ces temples qui étaient donc élevés en l'honneur d'Aton, et puis les stèles frontières qui nous montrent la grandeur de cette ville. Mais à part ça, finalement, on n'a plus rien d'autre, malheureusement. Alors par contre, vous parliez de Toutankhamon, juste une petite précision, c'est que on a longtemps dit que c'était le fils d'Aménophis III et de Tilly. Ça ne paraît pas être le fils de Tilly. Elle aurait été trop âgée pour avoir cet enfant-là. Et il est fort possible que Toutankhamon ait été l'enfant d'Aménophis IV Akhenaton, qu'il aurait eu donc avec une favorite qui s'appelait Kiya. Et c'était peut-être elle, la belle et venue du Mitanni, parce qu'elle était princesse mitannienne et on l'a souvent confondue avec Néfertiti. Bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'Antiquité égyptienne. Merci en tout cas à Violaine Van Oyak de nous avoir rappelé qu'Akhenaton n'était pas seulement le nom d'un chanteur de rap, mais que on retrouve Akhenaton donc dans ce livre, le premier volume d'une trilogie, Néfertiti et Akhenaton, qui est sorti donc chez Michel Lafon. Et puis vous avez également écrit un Aménophis, le prince des Lumières, sorti en livre de poche, mais vous avez écrit en fait plus d'une quarantaine de livres, dont beaucoup sur l'Égypte, que je recommande chaleureusement. Vous avez pu entendre un extrait du film Néfertiti de Guy Gilles, disponible en vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Jean-Philippe Jeanne et Nadège Antonini. Documentation Virginie Bloch-Léné et Claire Tesser. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.